Bonjour, bienvenue dans le podcast Histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. Je m'appelle Xavier. Je m'appelle Romain, Et je m'appelle JC. Abonnez-vous à notre podcast sérieux mais pas trop. pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur l'histoire de ces peuples et de leur territoire au premier millénaire. Et retrouvez-nous sur www.meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles sur votre application de podcast préférée. Ceci est l'épisode 4, la vache, l'autre meilleur ami de l'homme. Les Germains ne sont ni des surhommes, ni des guerriers implacables dont la culture est insoluble dans le monde romain. Des hommes qui seraient programmés pour écraser leurs adversaires. Mais ce peuple, ou plutôt ces peuples, et ces tribus, malgré leur division et leur incapacité à s'unir, représentent tout de même une véritable énigme pour les Romains. Les décrire est un défi, les comprendre une illusion. Essayons tout de même de nous mettre dans la peau d'un Germain du 1er siècle, l'espace d'un instant. Un Germain typique qu'on va appeler, allez tiens, Hermann, juste pour le fun, même s'il est probable que ce n'est pas un nom usuel pour l'époque. Quelle serait donc la vie d'Hermann si nous pouvions un instant revenir en l'an 98 en Germanie? Hermann est un homme occupé, pas une célébrité, pas un mercenaire redoutable, non, juste un homme occupé. Il ne mène pas une vie extraordinaire. Hermann n'est pas un chef de guerre avec une armée de combattants à son service. Ce n'est pas non plus un aventurier expert en art de la guerre. Il n'a pas fait une belle carrière de gladiateur à Rome ou tout autre métier improbable pour l'époque. D'ailleurs, de toute sa vie, il ne s'est jamais beaucoup éloigné de sa maison, tout au plus quelques dizaines de kilomètres. Il n'est ni un combattant d'élite, ni un pillard assoiffé du sang des Romains, quoi que puissent raconter les auteurs latins sur le sujet. Hermann et sa femme ont d'autres soucis sur les bras la majeure partie de leur temps que de planifier un raid en Gaule ou en Pannonie. Déjà, il faudrait qu'ils sachent où ça se trouve et ce qu'il peut y avoir de très intéressant à piller là-bas. L'existence même de ces endroits est évoquée de temps en temps, lorsque des marchands de passage donnent des nouvelles. Mais Hermann ne s'en fait probablement qu'une idée très confuse. Non, le souci quotidien d'Hermann, ce qui l'occupe du matin au soir et qui l'empêche souvent de dormir, c'est tout bêtement de savoir ce qu'il va manger. Parce que sa femme lui a préparé pour le dîner. Les repas sont généralement tous les mêmes, sauf occasion festive exceptionnelle. Non, ce qui inquiète vraiment Hermann, c'est ce qu'il va manger au printemps prochain, lorsqu'il aura fini toutes les réserves de l'hiver et que les nouvelles récoltes seront encore sous terre ou à peine sorties. Ok, je vois où tu veux en venir. Avant de se lancer dans la chronique des exploits militaires des Germains, puis des Francs et des Mérovingiens, tu veux nous rappeler à la base que la société germanique est avant tout une société agricole. J'imagine que le véritable monde des Germains, où naîtront les Francs, est assez loin de l'image classique des guerriers farouches, se jetant en masse à l'assaut du Limès. C'est bien ça? Et oui, Hermann n'est pas un guerrier d'élite professionnelle, ni un homme des bois d'ailleurs, qui ramènerait du sanglier pour le midi. La chasse est une partie infime de son alimentation. D'accord. Vivre près des forêts donne parfois des opportunités pour Hermann et les siens de prendre au piège quelques animaux. Cerfs, sangliers ou nuisibles qu'on attrape à rôder autour des silos à grains. Mais la pratique est compliquée, incertaine et pas très productive. Chasser est une activité qui divertit peut-être les hommes riches de son pays, mais qui n'est juste pas assez efficace pour nourrir une famille. Et Hermann ne vit pas dans une ville non plus. De toute façon, il n'y a aucune ville dans la région où habite Hermann et il n'en connaît pas, sauf celle dont il a entendu parler par les commerçants qui sont allés plus loin, au sud, là où vivent les Romains. Mais qu'est-ce qu'il irait faire dans une ville de toute façon? Qu'est-ce qu'on peut cultiver là où on vivrait entassé avec des centaines d'autres hommes? Comme la plupart de ses congénères, Hermann est un fermier. Et ses soucis sont principalement ceux d'un homme qui dépend des récoltes et des produits de la ferme pour vivre. Labourer ses champs, récolter les moissons, les stocker pour l'hiver, gérer les bêtes, c'est ça la préoccupation principale de Hermann, la majeure partie de l'année. Enfin, la quasi-totalité de l'année en fait.
Et quand il n'est pas au champ en train de travailler, Hermann rentre dans sa ferme, une grande bâtisse en bois regroupée avec une quinzaine d'autres au sein d'une petite colonie. Une vingtaine d'autres familles vivent ensemble dans son village. Sa maison, généralement une bâtisse rectangulaire avec un toit en chaume, dispose d'une grande entrée centrale et d'une sortie dans le toit pour la fumée du foyer. Lui et sa famille vivent dans la pièce centrale, les animaux dans les ailes de la maison pour optimiser la diffusion de chaleur dans la partie habitée. Les constructions sont en bois, les foyers sont alimentés en bois, l'outillage est en bois. Enfin, la vie quotidienne dépend du bois à la base. Donc le monde des Germains du 1er siècle est un monde principalement agricole, on l'a compris. Un univers où le défrichage de la forêt est une activité courante pour Hermann et ses copains bûcherons, pour récupérer la matière première, mais surtout pour dégager des terrains agricoles. Ouais, donc je vois le truc. On est en fait plus près des compétitions de bûcheronnage sur la chaîne L'équipe que de Daniel Day-Lewis en Homme des Bois. Désolé, mesdames. C'est l'autre avantage de couper de la forêt pour Hermann. Récupérer le bois, c'est aussi dégager des terres agricoles, car son alimentation et celle de sa famille dépendent en grande majorité de la culture de l'orge et du blé. Ces deux céréales sont relativement bien adaptées et faciles à cultiver sur des terres froides comme au nord de l'Europe. Les ancêtres d'Hermann ont appris à faire pousser et à récolter orge et blé à grande échelle pour assurer leur subsistance. Mais bon, ça nécessite pas mal d'espace quand même pour rendre assez de grains pour faire vivre une famille. Si elles sont résistantes et bien adaptées au climat local, la productivité par hectare n'est pas la qualité première de ces céréales. Mais c'est quand même la base de la nutrition de Hermann. Enfin, pour être exact, sa nourriture quotidienne, c'est du gruau, une préparation à base de grains de céréales cuits pour en faire une pâte chaude et robuste. Une bouillie cuite dans sa chaumière et ingérée matin, midi et soir. Sans gruau, aucune famille ne peut survivre dans son village. Le mot même en français, gruau, qui sonne si joliment à nos oreilles, vient directement du langage germanique et du mot grain dans cette langue. Pas la plus fameuse invention culinaire du premier millénaire, mais une pâte effectivement bien nourrissante quand même, dont Hermann et sa famille se régalent toute l'année. Ouais, enfin, ça, c'est la version officielle. Mais moi, je veux dire, je vois surtout un autre gros avantage à la culture du grain, c'est le procédé de fermentation. Et quelque chose me dit qu'Hermann et tous les villageois maîtrisent ça à la perfection. Parce qu'une partie de la production, celle qui ne finit pas en gruau, justement, va probablement dans la production de la boisson favorite d'Hermann. La bière, évidemment. Boisson quotidienne d'Hermann qui, au-delà de son potentiel récréatif, quand on la consomme à haute dose, bien sûr, se conserve bien sans s'abîmer trop dans des fûts en bois. La boisson bio avant l'heure, en fait. Et puis, sans doute, Hermann a une deuxième raison pour défricher régulièrement la forêt. Et cette raison, c'est le bétail. Hermann élève des bœufs, des troupeaux entiers de bovins, des chèvres, des porcs, des chevaux et des moutons aussi, mais en priorité des bœufs, c'est-à-dire des bêtes qui ont besoin de brouter des champs pour assurer leur subsistance à longueur d'année. Et pour Hermann, les bœufs, qu'on ne s'y trompe pas, c'est un animal sacré, au sens propre comme au figuré. Déjà, sa vache produit du lait dont la consommation est très appréciée dans le pays. Hermann raffole du lait caillé d'ailleurs. Peut-être qu'il trouve que le goût s'harmonise assez bien avec le gruau, même si ça dégoûte les Romains délicats du Sud, que la consommation d'Hermann dégoûte vraisemblablement. Et aussi, bien évidemment, il y a la production de viande. Donc la contribution directe des bovins dans l'alimentation des Germains est significative pour compléter les céréales. Mais il y a aussi une contribution indirecte des bœufs, tout aussi importante pour Hermann et son alimentation. Sa vache produit du lisier, l'engrais naturel d'excréments de bovins, un moyen naturel efficace pour fertiliser les champs. C'est là que le système agricole d'Hermann et de tout son village fonctionne à merveille, comme une mécanique bien huilée avec la moitié des terres en jachère où il laisse brouter ses bœufs qui vont lui fertiliser ses champs pour la prochaine saison, et vice-versa. Oui, enfin, je t'arrête, je trouve ta version de l'agriculture germaine un peu trop belle, Xavier. Même si les mécanismes généraux sont ceux-là, jachère, un peu d'élevage, mais pas pour tous, céréales, et puis un peu de chasse et cueillette en plus pour compléter tout ça, ok. Mais la plupart des experts pensent quand même que la vie rurale de Germanie n'était pas si simple, et que le système ne produisait pas non plus un énorme surplus agricole. Apparemment, on est quand même loin des résultats de l'Empire romain, qui était déjà aléatoire à l'époque.
Alors il ne faut pas qu'on donne une image trop belle de la vie pastorale d'Hermann, qui devait certainement pas s'amuser tous les jours. C'est vrai. Ces mécanismes fonctionnent à l'échelle du pays, mais ne font pas de la Germanie un espace florissant où tout le monde doit manger tout le temps à sa faim. D'où l'importance pour Hermann de prendre soin de ses biens et en premier lieu de ses bovins. Par exemple, les cultures de céréales que sont l'orge et le blé dépendent largement de l'utilisation de la charrue pour retourner assez la terre et permettre un bon ensemencement. La charrue, ou plus exactement l'arère pour les spécialistes agricoles, c'est l'équipement de pointe pour les tribus germaniques. Labouré avec une planche en bois légère, généralement, la traction de ces engins par des bovins pour sillonner les terres avant l'ensemencement est critique. Et pour exploiter les terres rugueuses de l'Europe du Nord, au sol dur, rien ne peut remplacer ces bêtes. Alors, pour Hermann et ses voisins, sa vache est vraiment son meilleur ami. Sans elle, la survie dans sa ferme serait extrêmement difficile, voire impossible. Une vache, c'est plus qu'un animal parmi d'autres pour les paysans germaniques du 1er siècle. C'est le signe manifeste de la puissance, du statut social et de la richesse. Ok, on comprend donc mieux maintenant pourquoi pour les Germains, le bœuf est un animal essentiel. Ils en sont même prisonniers d'une certaine façon. On y reviendra plus tard dans ce podcast, mais l'aspect symbolique de cet animal dans la culture franque et germanique en général est prépondérant. Rappelez-vous de cela quand on parlera un jour des soi-disant rois fainéants mérovingiens traînés par des chars à bœufs. La propagande des Carolingiens était sûrement bien fichue, mais ne les croyez pas sur parole. Atteler son char royal à des bœufs pour les lointains successeurs d'Hermann n'a vraisemblablement rien à voir avec la paresse, mais plutôt un signe extérieur de richesse à afficher devant les paysans. Bon, mais en tout état de cause, on est clair que les Germains ne sont pas exactement des ersatz de Conan le barbare. Notre image simpliste du Germain sous l'Empire romain est sans doute un peu causée par une mauvaise association de son image avec celle d'autres migrants plus tardifs des grandes invasions comme les Huns et autres Vandales. C'est ça, Xavier? Oui, la vérité, c'est que le Germain du 1er siècle est d'abord et avant tout un agriculteur. Mais attention, on ne devrait pas remplacer le mythe du barbare nomade à cheval, qui n'est qu'un mythe, par une autre image simpliste tout aussi fausse. À commencer par celle du bon fermier à la vie rurale simple, le Germain libre et généreux qui partage tout avec son frère et vit dans une communauté un peu hippie avant l'heure. Le rêve du bon sauvage en Germanie. Cette idée peut être induite par la belle image pastorale soulignée par Tacite qui met en valeur leur vie simple et leur dédain de l'argent. Enfin, sauf pour mentionner quelques tribus que Rome a déjà commencé à corrompre. Mais ça, c'est Tacite et son biais habituel sur les mœurs pures des Germains que le luxe romain serait en train de gangréner. C'est vrai, les Germains ne fabriquent pas de monnaie. Leur économie reste rudimentaire à base de troc principalement. Mais la simplicité ne veut pas dire le communisme. La richesse existe aussi. L'accumulation de biens et par là de pouvoir est présente autant en Germanie qu'à Rome. Et rien ne semble prouver que l'âpreté au gain serait moins forte dans une société qui n'a pas un système monétaire. Générosité ou avarice, sens des affaires, tout ça s'exprime juste d'une autre manière qu'avec des pièces. C'est tout. Car la société germanique semble avoir son lot d'inégalités, comme n'importe quelle autre société d'ailleurs. Tacite, comme l'archéologie, confirme que peu à peu, même dans une société rudimentaire, certains finissent par s'élever dans la communauté et par prendre un poids économique et politique plus important que d'autres. Une noblesse, autant qu'on puisse la nommer ainsi comme le font les Romains, une noblesse donc, par simplicité, dirons-nous, a fini par s'établir à la tête des communautés germaniques en ce 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, malgré la belle description de Tacite, tu nous expliques que la société germaine était aussi très inégalitaire. Et moi qui pensais que tout ça c'était la faute du grand capital et du système bancaire moderne, j'en suis pour mon argent. Mais est-ce que nous pouvons tracer là l'origine de notre vision d'une société germanique dominée par des Junkers, pardon, par des nobles, à la tête de troupes militaires de pointe ou simplement dirigeant des communautés rurales? En effet, on détecte bien dès cette époque la présence d'une noblesse politique et guerrière, de petits chefs locaux qui dominent la société. Ces petits chefs occupent d'ailleurs la majorité du texte de Tacite.
C'est d'ailleurs leur description en long et en large par le romain qui peut donner une fausse impression, celle d'une société totalement militariste, occupée seulement au pillage et à la guerre. Cette élite existe cependant, c'est vrai, et elle vit confortablement et domine la société germanique composée de paysans comme Hermann ou d'autres groupes sociaux, que ce soit les esclaves ou les semi-libres, sur lesquels on ne s'est pas arrêté. Mais ça ne reste qu'une petite élite, une petite minorité qui a su s'imposer au-dessus du peuple par la richesse ou par la guerre, ou les deux, vu que les deux aspects fonctionnent parfaitement en conjonction. Je t'arrête encore, Xavier. La société, à mon sens, était quand même plus complexe que cela, avec certainement une plus grande mobilité sociale. Je m'explique. Par opposition à Rome, où la structure de la société est bien établie et tenue en main par les puissants et leur clientèle, la société germanique n'était-elle pas probablement plus souple, certes avec des nobles, des hommes libres et des esclaves, mais avec le pouvoir des chefs qui dépendaient de l'aval des hommes autour d'eux? Pour illustrer, je m'imaginais plutôt que la société germanique ressemblait un peu à ce qu'on voit maintenant très souvent dans les séries pseudo-historiques de Netflix et consorts, comme Viking, Last Kingdom, où les statuts entre deux groupes d'hommes libres pouvaient changer très vite au gré des succès et échecs militaires et autres raids. Cette mobilité sociale est tout à fait probable, en effet. Tout indique que la structure devait changer assez souvent dans une société tribale. En tout cas, bien plus vite qu'à Rome. Mais pour Hermann et la plupart des paysans, elle ne se produit sans doute pas tous les 4 matins et ne change pas la dureté de sa vie au quotidien. Pour qu'une petite minorité, qu'elle soit noble ou guerrière, qu'elle soit stable ou instable, puisse dominer la tribu à un instant T, cela signifie qu'une majorité dans laquelle se trouve Hermann doit suer pour les faire vivre. D'ailleurs, entre les lignes d'une petite phrase de Tacite, on comprend assez bien le type de société et d'économie auquel on a à faire face. Tacite dit, et je le cite, il est d'usage que les cités offrent à leurs chefs un don en troupeau et en grains, auquel on contribue par tête, et qui, reçu comme un honneur, subvient aussi à leurs dépenses. Alors, à la première lecture, on comprend que pour Tacite, le point important ici, c'est l'absence de monnaie chez ces primitifs de Germain, remplacés par des grains et des troupeaux. Alors oui, c'est vrai, on l'a dit, les Germains ne produisaient pas encore significativement de la monnaie à ce stade. L'utilisation d'argent était sans doute très limitée, aux nobles et aux marchands, ceux qui commerçaient avec l'Empire romain notamment. Mais l'absence de monnaie n'est pas l'absence d'économie de marché. C'est là encore une utilité supplémentaire du bétail, et Tacite confirme que les troupeaux sont la vraie richesse des Germains, leur principal moyen de valoriser les échanges. C'est sans doute réducteur, mais il ne l'a pas inventé non plus. En synthèse, l'élevage du bétail est synonyme de richesse pour un Germain. Ok. D'ailleurs, le mot franc pour le bétail est feu, et cette racine germanique va être à l'origine du terme français fief, pour désigner un territoire et sa richesse attribuée par un seigneur à un autre homme, ainsi que le mot anglais fee, qui signifie frais à payer. Tout un symbole en somme. Mais il y a une deuxième leçon à tirer. C'est qu'il ne faut pas se tromper sur le sous-titre de cette petite mention de Tacite. Il est d'usage que les cités offrent à leur chef un don en troupeau. La nature volontaire du cadeau offert au chef pour leur honneur est sans aucun doute une vaste blague. Une vision romaine du monde où il est tout naturel que les pauvres soient exploités par un système fiscal sans pitié pour servir les riches et les puissants. Non, en réalité, c'est juste une bonne vieille technique de prélèvement obligatoire appliquée dans une économie primitive. Au mieux, on dira des impôts prélevés à la source pour financer un embryon de force de sécurité. Au pire, du racket organisé par un chef de bande pour une soi-disant protection. C'est ça le quotidien de Herman et de l'immense majorité de ses congénères. Essayer de vivre sa vie avec des bandits mafieux armés qui tiennent son pays. Et cette structure a un impact direct sur la vie d'Herman. Car bien entendu, dans un monde agricole antique, sans techniques sophistiquées et modernes pour enrichir la terre sinon le lisier animal, la productivité des terres est tout de même faible, comme on l'a expliqué. L'économie agricole germanique a quand même en ce premier siècle une efficacité très limitée. Et si en plus, un système de prédation se superpose à ces faiblesses structurelles, l'impact est immédiat. D'ailleurs, le travail des archéologues a mis en lumière des réalités qui n'apparaissent pas dans le texte de Tacite sur le mode de vie des peuples de l'époque. Il y a des famines,
et de nombreux Germains souffrent de malnutrition, résultat en une espérance de vie considérablement réduite. À la vérité, l'état de santé des Germains est souvent médiocre, et les nobles qui tiennent le pays n'arrangent sans doute rien à la vie d'Hermann. Non, décidément, la vie de notre Germain est tout sauf une vie d'aventure bien rigolote. Merci Xavier pour ces commentaires toujours pleins d'optimisme. Et donc, si je comprends bien, l'économie fonctionne sur presque rien finalement. C'est un équilibre misérable, à la merci de la bonne santé du troupeau ou de la quantité de pluie au printemps. Et comme on n'est pas au soleil, elle doit être bien pénible, la misère. Mais, même fragile, cette économie fonctionne quand même. Sans doute pas assez pour produire énormément de richesses, ni d'ailleurs pour vraiment intéresser les Romains, pour s'embêter à investir dans une colonisation au vu du potentiel économique faible de la région. Mais ça fonctionne probablement juste assez pour faire vivre quelques millions d'hommes et de femmes des tribus germaniques de l'époque, et pour profiter surtout à la petite élite noble et guerrière qui s'est imposée sur le pays. Hermann a une vie difficile, une vie âpre pour assurer sa propre subsistance et fournir aux chefs de sa communauté et à leurs troupes une part importante de ses biens pour leur permettre à eux de vivre sans trop d'efforts. Mais c'est la vie d'Hermann quand même. Les villages de Germain se perpétuent d'ailleurs sur les mêmes sites depuis des générations. Des petites communautés qui se succèdent, avec les mêmes conditions de vie pénibles et difficiles sur des décennies, voire des siècles. En dépit de tout, les hommes ont développé une société et une économie à peu près fonctionnelles pour pouvoir élever leurs enfants et pour vivre avec leurs proches et payer leurs impôts. Une économie très rudimentaire étalée sur des milliers de kilomètres. Une société rurale sans cité, sans organisation politique centralisée, sinon localement, et sans monnaie. Un monde sans doute pas assez intéressant pour que Rome fasse l'effort de tenter une véritable colonisation à ce stade. Mais inversement, une société qui fonctionne quand même et dans laquelle Herman prend sa place et ne semble pas obsédé par l'idée de devoir changer de vie absolument demain matin. Pour Herman, la priorité quotidienne, c'est vraiment de chercher à survivre jusqu'au lendemain ou jusqu'à la prochaine saison. Seuls les nobles et les leaders militaires qui dirigent sa tribu peuvent profiter de la vie grâce à son travail et planifier leur prochaine vengeance contre la tribu voisine qui continue de les défier, qu'elle soit sur la rive gauche ou la rive droite du Rhin. C'est ça l'univers des Germains du 1er siècle. Une économie agricole de subsistance qui soutient à bout de bras une société militaire. Donc, pour conclure, il semble peu crédible à ce stade que la société germanique dans son ensemble ait été en train de planifier la grande invasion de Rome le soir au coin du feu. La structure de l'économie, le monde rural auquel les Germains dans leur immense majorité se rattachaient, tout ça semble indiquer un monde assez occupé par ses propres problèmes pour ne pas aller chercher des noises à ses voisins du Sud. Et pourtant, les Germains ont quand même fini par s'attaquer à l'Empire romain finalement. Oui, enfin, plus ou moins. Et surtout plus tard de manière massive, mais on y reviendra. On imagine toujours trop facilement que devenir un barbare pillard de l'Empire était une chose naturelle et facile pour un Germain du 1er siècle. Mais rien n'est moins sûr en fait. Personne n'aime trop sauter à pieds joints dans l'inconnu et laisser derrière lui une vie paisible avec sa famille et du bon gruau chaud sur la table. C'est peut-être ça le véritable mythe des invasions barbares qu'il faut jeter à la poubelle. Hermann et ses voisins ne rêvaient sans doute pas du matin au soir d'enfourcher leur monture et d'aller piller Rome. Non seulement ils n'avaient pas beaucoup de chevaux, mais en plus, ils ne connaissaient sans doute pas grand-chose de Rome. Et puis surtout, comme la plupart des hommes de la plupart des époques, leur priorité était la survie immédiate de leur famille et de leurs enfants. Pour décider de changer totalement de vie et d'environnement, pour prendre ce risque, il faudrait un vrai bouleversement dans la vie d'Hermann. Car tenter l'aventure de l'invasion militaire requiert des sources de motivation puissantes pour n'importe qui. Soit la ferme conviction que le monde lointain à l'épier est une opportunité intéressante ou facile à saisir, soit que les conditions de vie immédiates sont en train de devenir insupportables, justifiant de tout abandonner derrière soi. Soit les deux en même temps. Et au 1er siècle, rien ne semble indiquer que ces conditions soient réunies en Germanie pour la plupart des paysans qui vivent ici. Mais en cette fin de 1er siècle, ces mécanismes commencent à percer doucement, tout doucement.
La compréhension qu'un univers riche, au-delà de toute mesure, est à leur porte, est seulement en train de naître. Les échanges avec Rome, les interactions font progressivement grandir le pouvoir d'attraction de ce monde à leur porte. Mais c'est un monde d'une puissance redoutable et d'une organisation sans pareille, qui doit apparaître comme incroyablement complexe pour les Germains et difficilement accessible. En même temps, une pression se fait de plus en plus forte sur les Germains qui bordent la frontière. Non seulement la population germanique générale augmente peu à peu, mais en plus, certains autres peuples germaniques commencent à se mettre en mouvement pour presser ceux qui se trouvent proches de Rome. On y reviendra, mais tous ces mécanismes combinés sur les peuples germaniques vivant à l'est du Rhin vont bientôt changer la donne pour l'Empire. Mais en attendant, c'est un autre jour de boulot qui attend Hermann demain matin. Et ce soir, au coin du feu de leur ferme située pas loin du Rhin, notre Germain ne discute probablement pas de Rome et des prochaines extensions possibles de son empire avec sa femme et ses enfants, ni la déstabilisation politique et commerciale qu'engendre la construction de fortifications toujours plus importantes à la frontière du Rhin. Non, ce soir, dans la famille d'Hermann, on débat plutôt de savoir qui va aller s'occuper des champs ou traire la vache demain matin. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur méropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.